Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques instants. Là, je vais juste laisser une petite minute pour que laisser le temps aux gens d'arriver. Alors, bon midi tout le monde. Merci de vous joindre à nous sur l'heure du lunch. On va vous prendre entre deux bouchées. On est ensemble jusqu'à 13 heures aujourd'hui. On va essayer de garder ça dans le 45 minutes. On va avoir un petit 5 à 8 minutes là, à la fin pour des questions, mais sachez que si jamais on n'a pas le temps de couvrir votre question, vous faites très bien écrire à Maxime et moi par la suite là, pour la poser. Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Alors, merci de venir, de vous joindre à nous pour le webinaire de ce midi, la série Masterclass là, sur Google Analytics 4 et comment tirer pleinement profit. Euh, on a un ordre du jour aujourd'hui que on peut, en fait, juste avant l'ordre du jour, je vais présenter Logien rapidement. On se positionne comme des créateurs d'efficience technologique. Puis qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on est 350 experts dans nos bureaux de Montréal, Québec et maintenant Tunis. On est vraiment spécialisé en transformation technologique et en transformation numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait de l'implantation de logiciels du type ERP, CRM avec les produits Microsoft, SAP et Salesforce. On fait aussi beaucoup de développement qu'on pourrait dire custom, donc personnalisé selon vos besoins. Mais à travers tout ça, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner de la réflexion en amont. Donc, c'est quoi l'impact du numérique, de la technologique sur votre modèle d'affaires, sur vos processus d'affaires, jusqu'à la performance de vos outils. Donc, comment on s'assure une fois, par exemple, qu'un site web est en ligne ou une plateforme de commerce électronique est en ligne, qu'on en tire le plus profit. Et c'est d'ailleurs l'expertise de Maxime qui va faire la présentation aujourd'hui. Alors, les experts, en fait, moi, je suis vraiment ici pour animer. Je vais être bien honnête, je ne suis pas du tout un expert dans Google Analytics 4, même que Maxime m'en parlait la semaine dernière quand on se préparait et j'en apprenais beaucoup, puis j'avais beaucoup de questions qui sortaient, qui étaient, somme toute, je vais dire, probablement anodines pour lui, mais je suis certain que vous allez avoir une tonne de questions aujourd'hui aussi. Alors, je vais essayer d'en poser à Maxime au fur et à mesure, mais l'expert technique, c'est vraiment Maxime qui est directeur de notre branche de performance numérique chez Logis. Donc, Maxime a une maîtrise en commerce électronique de la fabuleuse Université de Sherbrooke et a travaillé quelques années chez Fido Rogers, là, notamment en performance numérique. Il a été à son compte et ensuite il a joint Poudre Noire il y a quelques années qui a fusionné avec Logien. Alors maintenant, il gère notre équipe de performance numérique chez Logien. Pour ma part, très rapidement, vice-président stratégie, j'étais fondateur de Poudre Noire qui a fusionné avec Logien. Et aujourd'hui, je m'occupe de principalement accompagner les clients dans tout ce qui vient en amont des projets de transformation numérique. Alors là, du jour aujourd'hui, la présentation, elle est faite. Maxime va nous faire un survol des nouveautés. Et pour chacune des nouveautés, en fait, on va en présenter quatre principales. Et pour chacune des fonctionnalités, Maxime va couvrir la mécanique de la chose. Alors, on va peut-être interpeller un petit peu plus les gens techniques. On va avoir aussi pour chacun les avantages pour votre organisation, puis un cas concret. Alors, si vous êtes plus intéressé par ce qui vient autour de Google Analytics 4, qu'est-ce que ça va vous donner, qu'est-ce que ça va donner à votre organisation, bien, on va essayer de rendre ça le plus concret possible au-delà de l'aspect technique. Alors, pour chacune de ces fonctionnalités-là, on va couvrir ces trois aspects-là. Et à la fin, bien entendu, comme je disais, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pourrez les écrire dans le chat et je pourrai à ce moment-là poser les questions à Maxime. Alors, Maxime, pas sans plus tarder, je te laisse la parole. Excellent. Bonjour tout le monde. Merci de votre participation aujourd'hui. Je voulais débuter là, par couvrir les grandes différences et nouveautés de Universal Analytics versus GA4. Tout d'abord, là, pour ceux qui l'ont déjà utilisé depuis quelques années, là, il y a une grosse différence au niveau de la collecte de données. Auparavant, on pouvait avoir des pages vues, des événements, des hits qu'on appelait transactionnels ou des hits au niveau de l'engagement de l'utilisateur, de timing. Maintenant, tout ça est regroupé en des événements. C'est le nom des événements qui va varier. Là. On va pouvoir les nommer de la façon qu'on veut, mais tout a été en quelque sorte simplifié et revu
pour que la seule chose qu'on pousse vers Analytics, c'est toujours un événement dans sa structure en soi. Au niveau des sessions et utilisateurs aussi, je l'ai mis parce que il y a la notion de trafic, qui était un terme plus ou moins utilisé dans Universal Analytics. On avait la notion de session versus utilisateur, donc un même utilisateur pour faire plusieurs sessions au fil du temps. Mais dans les métriques d'acquisition et tout ça, on a l'acquisition de trafic qui est essentiellement l'acquisition de sessions versus l'acquisition d'utilisateurs. Donc, c'est la même chose, c'est juste que session et trafic, si vous voyez trafic dans vos rapports, voyez-le un petit peu comme un synonyme, session ou trafic. Le support multiplateforme, donc, qui est un des éléments justement importants de GA4 et un peu aussi le pourquoi tout est basé sur des événements maintenant. C'est pour supporter qu'au sein d'une même propriété, on peut suivre les données ou l'utilisation de notre plateforme d'un point de vue web versus l'utilisation qui en est faite sur nos apps mobiles lorsque c'est applicable. Donc, de pouvoir suivre un même utilisateur, qu'il soit sur notre site web ou sur nos apps, c'est un des avantages de GA4. Et justement, l'identification des utilisateurs, on le sait, là, les cookies, c'est plus ce que c'était, si on veut, là, en termes de comment on peut les utiliser et à quel point les gens sont à l'aise avec ça. Donc, avec GA4, ils ont revu en quelque sorte la façon de suivre un utilisateur au fil du temps. Il y a de nouvelles différentes approches pour y arriver via soit le user ID qui serait un ID poussé par votre propre plateforme lorsque, exemple, l'utilisateur est reconnu par votre site ou app et son identifiant unique est ensuite transmis vers GA4 ou bien les Google Signals qui est un peu complexe en soi, là, mais Google est quand même en mesure de reconnaître un même utilisateur d'un device à l'autre ou d'un browser à l'autre dans certains cas. Donc, il utilise ça pour identifier l'utilisateur. Sinon, la structure du compte, c'est une question qui arrive souvent. Les gens se demandent, les vues sont passées où? Là? Avant, on avait justement les trois niveaux hiérarchiques, si on veut, un compte qui peut contenir plusieurs propriétés et ensuite plusieurs vues. La notion de vue n'existe tout simplement plus. On a juste les comptes et les propriétés. Donc, comment ça affecte par exemple, les vues filtrées qu'on utilisait auparavant? On va le voir dans notre quatrième point qu'on veut regarder aujourd'hui. Sinon, les mesures d'engagement, le fameux taux de rebond, qui est un métrique là, dont j'entendais beaucoup parler à l'époque de Universal Analytics, qui est maintenant, en quelque sorte, qui a été revu et mis au goût du jour, si on veut, là, avec le taux d'engagement. Donc, qui est un métrique un petit peu plus fiable, là, je vous dirais. Là, on va voir certains cas, mais le taux de rebond pouvait être un faux indicateur dans certains cas de performance, alors que le taux d'engagement est un petit peu plus fiable pour des sites. Je donnais par exemple à Arnaud là, un site de recettes que la personne arrive et consulte la page, fait la recette, a passé de longues minutes sur la page à effectuer la recette en question. Auparavant, ben, une seule page vue sur un site web pouvait faire un rebond. Versus aujourd'hui, ben, on va savoir avec le taux d'engagement que l'utilisateur a utilisé la page, il a passé un certain temps dessus, ainsi de suite. Donc, on sait qu'on a en quelque sorte accompli notre but via cette session-là, malgré tout, tandis qu'auparavant, on pourrait considérer que c'était un rebond. Alors, Maxime, ça, si tu c'est me les grandes permets, lignes. Oui, vas-y. deux petites questions pour toi avant qu'on continue. Les cookies s'en viennent de moins en moins populaires, là, si vous avez suivi l'actualité, notamment bon, la loi 25 et tout ce qui vient avec. Est-ce que c'était une façon, en lançant Google Analytics 4, de venir contourner ça un peu puis de s'assurer qu'on allait chercher le trafic quand même? Évidemment, c'est que l'ancienne plateforme avait été conçue, disons, avec les cookies au centre de son mécanisme. Donc, il fallait évidemment revoir la chose pour les différentes entreprises ou apps, compagnies de téléphone qu'on nommera pas, là, mais certains font la guerre aux cookies. Donc, Google devait vraiment se réajuster. Et c'est pour ça que je disais de se mettre à jour sur les différentes possibilités afin de suivre un utilisateur au fil du temps sans l'utilisation de cookies. Alors, c'est pour ça qu'il y a 3 ou même 4 mécanismes différents en place qui peuvent travailler en tandem, si on veut, pour tenter de justement contrer la disparition des cookies dans certains cas.
Un des grands changements, là, puis ici, je vous le présente un peu pour mettre la table sur les 4 items qu'on va regarder aujourd'hui. Mais le fait que la structure des événements qui sont envoyés vers Analytics a grandement changé. Avant, c'était, là, vous voyez la colonne à gauche, de façon très, très hiérarchique, là, on avait la catégorie d'événements, l'action et le libellé. Donc, on devait travailler à l'intérieur de ce cadre-là. Et c'est essentiellement le nombre de niveaux ou de couches de données qu'on pouvait envoyer avec un même événement. Donc, imaginez-vous qu'on passe de 3 cases qu'on peut remplir à 25 cases de données là, dans GA4, la version gratuite. Et c'est ces paramètres d'événements-là, qu'on peut aller jusqu'à 25, qui vont venir nous aider à ajouter beaucoup plus d'informations ou de valeurs en lien avec un événement. On va le voir un petit peu plus loin avec la personnalisation de la collecte de données, mais pour moi, là, c'est en quelque sorte le nerf de la guerre dans les avancées qu'on a avec GA4 passe par le fait que, justement, on peut lui transmettre beaucoup plus d'informations. Mais ce n'est pas non plus disponible de base. Il ne faut pas oublier qu'il faut s'ajuster. Donc, on va le voir avec le point numéro 1 qui va être la personnalisation de la collecte de données. Mais aussi, ça va avoir un impact dans la création d'audiences basées sur une suite d'événements séquentiels, la visualisation du parcours utilisateur en entonnoir et l'identification et exclusion du trafic interne. Pourquoi je vous ai mis j'ai mis la table avec la structure des événements? C'est parce que, justement, au sein de la collecte de données, on peut aller en chercher plus et justement utiliser certains de ces outils-là qui sont vraiment à valeur ajoutée là, du côté GA4. Alors, personnalisation de la collecte de données. En quoi est-ce que c'est pertinent pour vous? C'est justement, vous allez gagner en flexibilité. Vous n'allez pas être pris dans ce cadre-là de 3 niveaux au niveau de vos événements pour la collecte de données. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? J'ai essayé de vous mettre des exemples de paramètres d'événements qu'on pourrait aller chercher. Si vous voyez à droite, si on a différents types d'utilisateurs, je pense, Arnaud, je te donnais un exemple une institution ou comme une université qui a plusieurs volets. Il peut avoir les enseignants, les étudiants actuels, les gens intéressés à s'inscrire à l'université en question. Si on fait des offensives qu'on veut mieux comprendre les étudiants potentiels qu'on veut aller chercher et les inviter à s'inscrire à notre université, on va passer des trucs dans nos variables, nos paramètres d'événements pour dire, OK, bon, ce type d'utilisateur-là, je l'ai identifié comme un enseignant parce qu'il a accédé à telle question, puis je sais que c'est juste les enseignants. Celui-ci est un étudiant parce qu'il a accédé à ça. Et ensuite, en ayant cette segmentation-là liée à chacun de mes événements, je vais être en mesure de, à terme, faire une meilleure segmentation de mes audiences, puis une meilleure analyse de mes données. Si j'exclus les gens qui ne sont pas concernés par mes offensives, je vais faire un meilleur travail analytics. Donc, ce qu'on doit comprendre ici essentiellement, c'est que je peux nourrir là, mon analytics avec beaucoup plus de données aujourd'hui versus avant. Je fais un exemple, si vous avez plus un blog puis que vous voulez voir la performance de vos différents contenus, je pourrais passer dans mes paramètres l'auteur ou même le nombre de mots que contient mon article. Si je veux avoir une meilleure idée de est-ce que c'est mes articles longs ou mes articles courts qui performent mieux. Auparavant, je pouvais regarder les pages puis savoir, OK, bon, il me semble que ça, c'est un article plus long puis il était plus performant que celui-là était plus court. Mais maintenant, je pourrais, avec les pages vues ou les événements sur mon article, je pousse en paramètre d'événement le nombre de mots. Ça va être plus simple pour moi ensuite de faire cette analyse-là, en quelque sorte. Maxime. Les grandes étapes, oui, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, je te laisse. J'ai une petite question pour toi après. Ça marche. Les grandes étapes pour y arriver, évidemment, c'est des dimensions qu'on appelle custom, sur mesure. Donc, dans les exemples à droite, là, comme le user type, si l'utilisateur a un compte chez nous, s'il y a un subscription, des choses comme ça, c'est custom. Il faut aller, en quelque sorte, on regarde notre site, on identifie les items qu'on voudrait aller chercher et envoyer vers Analytics. On va faire le balisage et le travail de collecte de données, là, souvent via Google Tag Manager, on va accomplir ça. Et on va
les trucs qu'on aura identifiés qu'on veut collecter, on va les envoyer vers GA4 via des paramètres d'événements. Donc, ce qu'on peut aller jusqu'à 25. Évidemment, on va faire un travail de validation et de débogage, là, le debug, pour s'assurer que tout passe bel et bien vers notre outil GA4. Et une fois que c'est le cas, on va pouvoir faire la segmentation et l'analyse de notre donnée une fois que c'est disponible dans GA4. Évidemment, là, on a mis le prérequis des dimensions personnalisées. Les dimensions personnalisées, c'est quand même important dans le sens que là, ce qui passe dans des paramètres d'événement, ça reste quand même de la donnée brute. Si on veut l'utiliser comme les autres dimensions disponibles dans GA4, comme le pays ou le type d'appareil, si c'est un desktop et tout ça, ça, c'est des dimensions. Il faut créer des dimensions personnalisées pour être capable de faire du reporting plus facilement avec ces couches de données additionnelles-là qu'on aura collectées. Mais Arnaud, tu avais une question? Absolument. Puis d'ailleurs, j'invite ceux qui, si vous avez des questions là, pour Maxime, de le mettre dans l'onglet Q&A. Petite question pour toi, en fait, tu le sais comme gestionnaire ou même comme gens qui travaillent directement dans Google Analytics, ça peut devenir rapidement mêlant d'avoir accès à un nombre illimité de paramètres, finalement. C'est ce que je comprends de ton explication. Donc, un événement, c'est un ensemble de paramètres, puis on pourrait aller dans des trucs très, très précis. Comment tu suggères aux auditeurs, auditrices de choisir les bons paramètres pour eux? Évidemment, ça va varier. Puis juste dans les 4 boîtes que vous avez à droite, là, c'est 4 types de produits ou services différents, là. C'est de faire un travail en amont, d'identifier, là, c'est pour ça que c'est la première étape, identifier, pardon, c'est quoi qui est important pour vous, puis c'est quoi vous allez utiliser d'un point de vue reporting. On ne veut pas juste collecter des items non plus qui vont venir populer du data de notre côté sans qu'on l'utilise. Donc, c'est de faire un bon travail à savoir c'est quoi qui va être utile en bout de ligne parce que au niveau des dimensions personnalisées, vous pouvez aller jusqu'à 25. Ça a l'air beaucoup, mais ça peut venir vite. Là. C'est tout le monde, il y a différents unités d'affaires qui ont des objectifs différents, puis vous devez travailler avec la même propriété. Puis si chacun veut avoir son bout, c'est important d'avoir un plan de match là, de base. Puis une certaine nomenclature des événements, savoir il y a des affaires qu'on peut regrouper au sein de la même dimension custom. Donc, c'est ça, un certain travail de préparation en amont, je dirais, qui doit être fait pour savoir c'est quoi qu'on va avoir besoin pour notre analyse en bout de ligne. Là. Alors, ça devient vraiment important d'avoir une discussion à l'interne préalablement sur ce qui est vraiment important comme indicateur de performance pour l'organisation. Tout à fait. Parce qu'on peut rapidement se rendre à trop de dimensions custom inutiles. On va voir un exemple ici, là, c'est un site Shopify avec des données de test où on va faire un ajout de produit. Vous allez voir un peu le genre d'informations qui passe avec mon ajout de produit. Donc, vous allez avoir de base là, les items, la valeur, le nom du produit qui a été ajouté et tout ça. C'est ce qu'on passe avec notre événement d'ajout au panier. J'ai mis un petit truc juste pour identifier mon utilisateur, comme si je lui posais la question, là, êtes-vous comme l'exemple des universités, là, tantôt que je donnais, mais ici, je voulais identifier, bon, OK, je suis un utilisateur qui participe au webinaire. Et là, maintenant, avec mon ajout au panier, j'ai mon type d'utilisateur qui est dans ma couche de données que je peux envoyer dans mon événement. Donc là, je sais, c'est technique, là, mais c'est juste pour vous montrer la mécanique de comment on réussit à passer différents paramètres d'événement. Donc, vous voyez, je passe l'item et le type d'utilisateur. Et je vais aller voir ensuite dans GA4 la portion debug. Je vais m'assurer que mes données ont bel et bien passé et que je peux les utiliser. Là, elles sont en quelque sorte, comme je disais, encore à l'état brut. J'ai mon type d'utilisateur, le webinaire, qui vient de faire un ajout au panier. Ça, c'est le produit qui a été ajouté. Mais là, ce que je vais faire, c'est si je veux utiliser ce paramètre-là plus facilement dans mes rapports, disons, je vais justement aller Custom Definition et je dis, bon, type d'utilisateur, c'est une dimension que je veux là, dans mes rapports. Et c'est là, qu'on doit faire attention qu'on est limité à 25.
Là, évidemment, c'est un site test là, que j'ai créé pour l'événement. Il n'y a pas beaucoup de data là-dedans. Mais vous allez voir comment je peux l'ajouter. C'est une façon parmi tant d'autres, mais comment je peux l'ajouter dans mes événements ici comme une dimension, au même titre que si je voulais savoir combien d'événements par pays. Le pays est une dimension. Maintenant, j'ai une autre dimension disponible qui est mon type d'utilisateur que je peux segmenter et dire, OK, bon, ceux du webinaire ont tendance à faire plus d'ajouts au panier que ceux qui ne sont pas du webinaire. Alors, essentiellement, c'est ça pour la collecte de données. Je vous rassure, c'est peut-être le volet le plus technique qu'on va voir aujourd'hui. C'est juste qu'il fallait que les gens, je crois, comprennent bien comment on peut réussir à passer tous ces événements-là et les rendre disponibles dans Analytics pour utiliser certaines des fonctionnalités qu'on va regarder, dont la création d'audience basée sur une suite d'événements séquentiels. Puis ici, des audiences, j'encourage tout le monde qui fait de l'analytics ou marketing numérique à utiliser les audiences. Mais où on peut aller chercher encore plus de valeur, à mon avis, c'est quand on utilise une séquence d'événements. Donc, ici, je donne quelques exemples. Bon. Si, exemple, une personne qui a fait un achat, mais qui a aussi souscrit à notre programme de loyauté, ou si je veux voir le nombre de personnes qui ont visité mon blog, mais qui ont aussi souscrit à l'infolette. Donc, vous voyez le genre de truc, là, c'est vraiment de dire, bon, tel utilisateur, il a accompli le truc A à un certain point dans le temps et il a aussi accompli le truc B. Et suite à ça, et là, ça, c'est pas nouveau en soi. Là. Dans Universal Analytics, il y avait une façon de faire une audience basée sur des événements, là, une séquence d'événements. Ce qui est nouveau, je vous dirais, c'est l'aspect d'avoir un déclencheur qui fait que lorsqu'une personne tombe dans mon audience, je déclenche un événement Analytics qui dit, en quelque sorte, bon, OK, tu as un user qui est tombé dans ton audience. Et là où, pour moi, il y a une grande valeur, puis justement, je pense que j'essayais de te donner un exemple, là, mais il peut y avoir des événements qui se passent hors ligne, donc pas sur mon site web, que je pourrais être en mesure de suivre en utilisant ça. Exemple, on a une entreprise qui, elle, vend un logiciel ou un software en ligne là, qui a un plan gratuit de base. Les gens, on veut les encourager via des offensives marketing à passer à un plan supérieur, un plan payant. Mais il y a des situations où, des fois, la personne fait son rehaussement de plan via un chat ou via un appel, via email avec notre service à clientèle ou le département des ventes. Et puis, c'est invisible pour nous, l'aspect rehaussement. D'un point de vue analytique, la personne n'a pas juste cliqué rehaussement, ou des fois, on est limité par justement l'infrastructure, on n'est pas capable de tracker cette portion-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est dire, ben, si la personne, dans le temps, elle était sur un plan gratuit, et là, la prochaine fois qu'elle se connecte dans son compte, elle est rendue sur un plan payant. Là, je peux déclencher un événement plan upgrade que je sais si elle était à zéro, maintenant elle est sur un plan payant. J'ai en quelque sorte atteint mon objectif. Donc, je peux me servir de cet événement-là comme une conversion et l'utiliser dans mes campagnes de campagne marketing numérique. Si j'ai fait de l'affichage ou j'ai mis de l'avant les fonctionnalités du plan payant, et ainsi de suite. Là, je peux dire, ben écoute, tu as atteint ton but, tu as eu tant de conversions avec tes campagnes. Et c'est la portion du feature qui était assez difficile à suivre auparavant avec un Universal Analytics de base et qui est disponible avec Google Analytics 4. Est-ce que ça semble faire du sens? Maxime, je trouve ça super intéressant ce que tu dis pour les marketeurs parmi nous où avant on faisait des campagnes, puis si après ça c'est que le téléphone sonnait, ben on ne savait pas que le téléphone sonnait. Alors là, ce que tu présentes, c'est qu'il y a un trigger ou il y a une action, un événement donné. Si je passe d'un plan à l'autre, mais que ça s'est fait au téléphone avec une personne aux ventes, ben ça va quand même apparaître dans Google Analytics d'une certaine façon si on l'a programmé pour que ça apparaisse, là, pour que ça soit un événement. Là. Exact. Donc, c'est ça. Ça implique que dans mes paramètres d'événement, si j'ai le plan, puis dans les paramètres d'événement, je passe comme le type de plan sur lequel l'utilisateur est, puis que justement, je fais une audience que, bon, je veux n'importe qui était sur A, puis que là est sur B.
Ce déclencheur-là va m'aider. Je ne dis pas que ça règle tous les cas de offline conversions qu'on appelle. C'est juste que ça peut en régler quelques-unes qui autrement auraient été vraiment complexes là, dans un monde où on n'a pas cette fonctionnalité-là. Ben oui, tout à fait. Je me permets un petit commentaire. Je me Oui. permets un petit commentaire aussi, Maxime, avant que tu continues. Puis tu as mis des super bons exemples d'événements ici, là, puis vous fait constater l'ampleur. Puis tu disais tantôt qu'on peut créer jusqu'à une vingtaine d'événements, une trentaine même. Là, j'imagine qu'avec les triggers que tu présentes ici, c'est qu'on peut lier les événements entre eux, ça devient infini. Là. Donc, c'est d'autant plus important à ce stade-ci, quand il y a de l'audience séquentielle, de savoir exactement ce qu'on veut suivre, sinon on peut se perdre facilement. Là. Tout à fait. C'est sûr et certain que mais on est peut-être un peu moins limité dans les audiences qu'on peut créer. Mais oui, la structure en amont là, va définir en quelque sorte là, la qualité ou le rendu là, en bout de ligne de ce qu'on va avoir. Puis, c'est ça, l'aspect, ben, en fait, je peux passer à la suivante là, où je vous montre en quelque sorte comment j'arrive à créer ce type d'audience-là. Puis j'ai fait là, exactement le cas d'utilisation en quelque sorte que je vous ai présenté. Là. Donc, si je prends le type de plan, puis je dis, lui, il était sur un plan gratuit et le prochain step serait qu'il tombe sur un plan payant. Et vous allez voir, je regarde, je m'assure que c'est un même utilisateur, mais sur toutes ces sessions. Ici, je pourrais dire un genre de time frame où j'aimerais voir qu'il faut qu'il ait accompli ces deux actions-là, exemple, dans 15 jours. Mais là, ici, dans ce cas-là, je n'ai pas cette restriction-là. Et voyez-vous, le trigger que je viens de créer pour le plan upgrade, là, en fait, je vais reculer, là. C'est ça ici. Là. Donc, quand l'utilisateur devient membre de l'audience, ça va déclencher cet événement-là. Et c'est cet événement-là que je disais que je peux utiliser comme une conversion dans mes campagnes publicitaires ou dans mon analyse en bout de ligne, à savoir quelle offensive ou quel canal d'acquisition a mené à un plus grand nombre de conversions de plan upgrade. Donc, ça, c'est vraiment un feature qu'on considère qui est très intéressant est disponible avec GA4. Puis là, je peux dire, est-ce que mes membres font partie de cette audience-là pour 30 jours ou 90 jours. Donc, et voilà. C'est comme ça qu'on configure une audience séquentielle suivie d'un événement. Ensuite, un autre feature, si on veut, de GA4, mais qui est une amélioration de ce qui existait aussi dans Universal Analytics. Je vous ai mis là une capture d'écran de ce qui existait dans Universal Analytics, mais la vue en entonnoir était intimement liée à un objectif, une conversion, si on veut. Et puis, les étapes pouvaient seulement être des pages, donc des URL de pages, et la finalité était toujours une conversion. Avec Google Analytics 4, le mot d'ordre encore, c'est flexibilité. On peut choisir n'importe quelle dimension ou événement pour faire une visualisation en entonnoir. Puis on le sait, ça peut être en quelque sorte le nerf de la guerre. Puis quand on est dans des processus d'optimisation de taux de conversion et tout ça, on veut savoir c'est où que les gens accrochent, où ils débarquent du processus, c'est où les pain points. Donc, d'avoir cette possibilité-là de visualiser notre entonnoir vient nous aider grandement à identifier les endroits où c'est problématique, puis de cette façon-là, on peut s'améliorer. On peut aussi, sans être dans un objectif d'identifier l'endroit où ça bloque, on peut faire des comparaisons en disant, les utilisateurs que j'ai acquis de façon organique versus mes utilisateurs payants, est-ce qu'ils ont le même taux de conversion à chacune des étapes ou si j'ai un moins bon taux de conversion pour tel ou tel. Donc, on peut croiser aussi telle audience versus telle audience, comment elle agit dans mon entonnoir. Donc, j'ai mis quelques cas d'utilisation. Le plus évident, en quelque sorte, là, c'est au niveau commerce électronique. Quand on passe de la vue d'un produit, donc une fois que l'utilisateur l'a vu, combien font l'ajout du produit au panier, ensuite, combien entament le processus de paiement là, ou de checkout,
Et ensuite, combien de personnes procèdent à l'achat. L'inscription ou la création de compte, dans certains cas, ce n'est pas nécessairement du e-commerce, mais on veut que les gens se créent un compte. Quand on parlait d'un software ou un logiciel en ligne, les gens vont se créer un compte pour aller faire un free trial de notre produit. Combien réussissent à passer à travers de chacune des étapes, puis combien se rendent à l'inscription. L'engagement avec le contenu, l'exemple du blog, combien ouvrent un article, défilent jusqu'en bas de la page, accomplissent une action. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi faire des règles de où. On pourrait dire, bon, la finalité, c'est soit qu'il a laissé un commentaire, soit qu'il s'est inscrit à l'infolette, ou soit qu'il a en fait, partagé l'article, par exemple. Donc, ça vous donne une idée. Je ne sais pas si c'est simple ici là, ou si ça répond bien, mais pour moi, c'est vraiment intéressant qu'il y ait cette possibilité-là de voir un parcours qui défile en entonnoir. Puis auparavant, il fallait vraiment solutionner des trucs autrement, je dirais, là, pour y arriver ou utiliser d'autres outils. Puis maintenant, c'est directement là disponible dans GA4. Maxime, il y a une question là, dans le Q&A là, où la personne demande est-ce que le trigger va être également déclenché lors d'une transaction en ligne, mais ce que je comprends de sa question, c'est qu'on peut à peu près mettre les triggers qu'on veut dans le tunnel. C'est nous qui créons notre propre tunnel, c'est personnalisé. Là. En fait, les triggers, est-ce qu'on parle du... En fait, je ne sais pas s'il faudrait peaufiner la question. Est-ce qu'on parle de l'étape précédente, là, les audiences avec le trigger d'audience? Dans ce cas-ci, je pense que la question était plus en lien avec le funnel en soi, mais du moment qu'un événement est accompli, l'utilisateur passe dans la prochaine étape du funnel. Là. Mais c'est toi qui décides le type de funnel que tu mets en place. Oui, tout à fait. Donc, écoute, je t'avouerai, je ne sais pas si je vais répondre parfaitement à la question, là, mais il y a la notion de open ou closed funnel. Et ça, c'est intéressant. Si, exemple, vous avez un processus d'achat, comment je dirais ça, ou un processus d'inscription quelconque, que la personne pourrait atterrir à l'étape 3 du processus. Là, on ferait un open funnel en quelque sorte parce que les étapes ne sont pas obligatoires. Essentiellement, je pourrais débarquer, puis moi, je suis déjà rendu, dans le checkout, on m'a envoyé un lien, quelqu'un a déjà fait mon panier, là, puis je fais juste la transaction. Donc, j'atterris à l'étape 3, puis je peux procéder. Ça, c'est la notion de open funnel. Un closed funnel, là, ce serait obligatoirement pour faire l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Mais en tout cas, la personne pourra peut-être peaufiner la question, là, ou c'est moi qui ai accroché sur le trigger, là, qui est plus dans l'autre. Mais donc, vous allez trouver ça dans le volet Explore. Et voyez-vous, là, juste ici, je viens de passer par-dessus, mais le Make Open Funnel, c'est ce que j'indiquais qu'on peut utiliser pour une personne ou un type de processus qui ferait en sorte qu'une personne peut atterrir essentiellement n'importe où dans l'entonnoir. Ici, je fais juste rajouter une étape d'ajout au panier avant le purchase. Je vais chercher mon événement. Puis, je glisse un mot. Là, je vous encourage à utiliser le indirectement suivi de, parce que lorsqu'on fait directement suivi de, ça implique que le prochain hit analytics qui est envoyé à GA4, c'est celui-là. Mais maintenant, il y a tellement de choses qui sont faites. Tu sais, juste le scroll, il est tracké et tout ça. Donc, c'est rare les funnels où on veut spécifiquement que ce soit tel hit analytics qui est suivi de tel hit analytics. Là, on est dans le très précis lorsqu'on utilise ça. Donc, j'ai vu l'erreur de mettre comme OK directement followed by, mais là, le funnel, il n'y a rien qui marche parce que ce colonne n'existe juste pas. Donc, typiquement, là, indirectement followed by serait le setting à utiliser, la configuration à utiliser, pardon. Alors, ensuite, est-ce qu'il y avait des questions pour l'aspect funnel de la chose? Non, je pense que c'était clair, Maxime, merci. Ça va? Excellent. J'en ai glissé un mot au début, l'aspect de la disparition des vues. Les vues, donc quand on avait le compte, les propriétés et les vues analytics, les vues étaient beaucoup utilisées pour faire des filtres de trafic. Donc, on avait une vue où est-ce qu'on excluait le trafic interne pour ne pas
brouiller nos données avec tous les employés qui ont soit la page du site web comme page de base de leur browser, puis ça faisait un taux de rebond incroyable parce que tout le monde, ça ouvre par défaut lorsqu'ils ouvrent leur ordinateur. Donc, on pouvait exclure le trafic interne de cette façon-là. Maintenant, ce qui change avec GA4, encore une fois, plus de flexibilité. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on peut identifier le trafic interne et on choisit si on veut l'exclure ou non. Qu'est-ce que je veux dire par l'identifier? Bien, encore une fois, ça va pousser un paramètre d'événement qui va être traffic type. Et là, voyez-vous, dans l'exemple, la capture ici, j'ai dit internal Montréal et j'identifie en quelque sorte que ces adresses IP-là, les identifier, chacun de leurs événements, ajouter un paramètre d'événement qui est Traffic Type Internal Montréal. De cette façon-là, je peux choisir de les inclure ou non dans mes analyses. Je pourrais vouloir analyser leur comportement à eux aussi, mais je ne suis pas obligé de systématiquement les retirer. Je peux les identifier. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux identifier si on a plusieurs bureaux, je peux identifier mon trafic du bureau de Montréal, exemple du bureau de Vancouver, whatever, les différents endroits où les gens travaillent et les regarder là, via la valeur. Traffic type pourrait être internal Vancouver, quelque chose comme ça. Donc, la flexibilité est vraiment là. Je vous ai mis c'est un petit peu profond, je vous avouerais, dans la configuration de ça. Là. Vous voyez, je navigue. La présentation va être disponible, puis vous allez pouvoir vous en servir si vous voulez regarder s'il y a déjà des configurations de fait de votre côté. Mais comme vous voyez, j'ai navigué quand même assez loin dans les configurations pour m'y rendre. Ce n'est pas super évident. Mais ça, c'est pour la portion d'identifier le trafic, si on veut. Et après ça, vous allez me voir, je vais aller dans les filtres et c'est là qu'on choisit si on active un filtre pour les exclure systématiquement. Mais écoutez, vous pourrez prendre le temps de regarder ça là, parce que je sais que la petite démo ici va quand même vite. Mais c'est ici où j'identifie, lorsque la valeur est internal, je veux activer le filtre pour les retirer complètement. Donc, ici, je ne sais pas s'il y a des questions parce que ça, je vous avouerai, j'ai inclus ce volet-là parce que c'est quand même une question qui est sortie assez souvent. Là, comment avant j'avais des vues pour mon trafic interne, qu'est-ce que je fais maintenant qu'il n'y a plus de vues? C'est de cette façon-là. Puis, généralement, je suggère de plutôt identifier votre trafic que de juste l'exclure. Donc, Maxime, ce que je comprends de la différence, c'est qu'avant, on l'excluait, alors c'était juste nulle part dans notre Google Analytics. Là, aujourd'hui, il y a une façon quand même de retrouver ce trafic-là. Peut-être une petite question pour toi. Donc, ça fonctionne par adresse IP. Si moi, par exemple, je retourne toujours sur le site de Logien lire ton article, est-ce qu'on peut aller jusqu'aussi spécifique que l'adresse IP chez moi, par exemple? Est-ce qu'on pourrait exclure Techniquement, oui. Là où la ligne est mince, c'est qu'avant, on excluait. Fait qu'on pouvait aller aussi précis qu'une IP unique chez vous. Là, je dirais que ce n'est pas une meilleure pratique d'identifier puis d'être en mesure de personnellement identifier un trafic. Puis aussi, il y a la notion de threshold de données. Ça se peut que les données ne soient pas disponibles. Lorsqu'on a un nombre trop petit de data pour comme une même dimension, là, ils vont tous être regroupés dans la colonne none ou ils sont juste pas visibles dans nos rapports. Donc, ça vaut plus ou moins la peine, je dirais, d'aller aussi granulaire que je sais que les employés, maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison puis qui ils ont chacun leur propre IP et ainsi de suite. Donc, ça devient un petit peu plus difficile de gérer ce volet-là. Là. Mais je ne sais pas si on devrait aller jusqu'à avoir le internal type Arnaud, là, puis qu'on sache exactement ce que tu fais sur le site. Là, c'est pas. Justement, ça m'amène un petit peu à justement notre conclusion par rapport à la loi 25, mais tout ce qu'on regarde aujourd'hui, on parle beaucoup d'aller chercher plus de détails et tout ça.
Maintenant, il faut le faire avec le consentement de l'utilisateur. Donc, n'oubliez pas de bien appliquer les meilleures pratiques liées à la loi 25 là, dans vos pratiques analytics. Je ne voulais pas en soi que ce soit le core de la discussion aujourd'hui. Je voulais aller un petit peu plus dans les fonctionnalités qu'on apprécie de GA4, mais sachez qu'on a un expert aussi au sein de Logian qui peut vous aider avec l'aspect loi 25 de la chose. Collecter suffisamment de données pour pouvoir utiliser des fonctions basées sur l'intelligence artificielle. Il y a des trucs dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que justement, ça ne s'applique pas à tout le monde ou tous les sites, là, mais c'est plus d'aller valider si vous êtes éligible. Puis c'est surtout des audiences de commerce électronique. GA4 peut détecter les utilisateurs qui sont le plus proches de passer à l'action et tout ça. Donc, il peut vous faire des audiences qui sont créées automatiquement puis basées sur l'intelligence artificielle pour identifier, OK, c'est qui les clients les plus proches de passer une transaction ou c'est qui les clients les plus proches de canceller. C'est ceux qui sont sur le bord de canceller leurs produits avec nous, et ainsi de suite. Donc, c'est basé sur un paquet d'éléments qui analysent, sauf que ça implique quand même que c'est des sites qui ont quand même une bonne masse de données là, pour avoir ces fonctionnalités-là disponibles. Mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil dans les audiences. Je pense que tu l'as mentionné, mais avec l'aspect des cookies qui est de moins en moins fiable, d'utiliser un user ID pour optimiser le suivi des utilisateurs au fil des sessions. Donc, dès que le client a une façon de reconnaître un utilisateur puis que c'est leur système qui dit « OK, je reconnais ce user-là, c'est mon user 1, 2, 3, 4 », d'utiliser ce 1, 2, 3, 4-là d'un point de vue analytics aussi pour reconnaître cet utilisateur-là au fil de ses différentes sessions ou différents appareils. Donc, c'est la façon la plus fiable techniquement là, de reconnaître le parcours utilisateur au fil des sessions. Et bien évidemment, si vous avez des questions, puis c'est très complexe, on vous encourage quand même à vous entourer d'experts là, pour l'aspect analytics de la chose parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites puis qui sont quand même custom, qui ne sont pas disponibles out of the box, qui peuvent être faites puis qui probablement peuvent représenter un bon, pour y avoir un bon retour d'un point de vue de vos campagnes publicitaires et tout ça, si vous utilisez bien les audiences et tous les features qui sont disponibles. Alors voilà, c'était un petit overview qu'on a tenté de faire assez rapide. Il n'y a pas de questions dans le chat au-dessus que j'ai déjà posé. Je vais me permettre quand même, moi, une petite question. C'est sûr que là, ça s'intègre dans une stratégie de business intelligence ou d'intelligence d'affaires de BI un petit peu plus grande. C'est rare qu'on utilise Google Analytics tout seul. Est-ce que ça se connecte bien, cet outil-là, à d'autres outils d'analyse de données? En fait, il y a une connexion avec BigQuery qui est possible et très simple à mettre en place. Puis une fois que c'est dans BigQuery, là, je dirais les possibilités sont très, très grandes là, pour connecter avec d'autres systèmes. Je vous avouerais, là, c'est le plus loin que moi, du moins à date que j'ai vu, c'était vers BigQuery, mais après ça, le client, c'est libre à lui de connecter n'importe quel autre outil d'analyse de données ou croiser avec d'autres données de d'autres systèmes. Je dirais que mon premier réflexe, ce serait la connexion avec BigQuery qui est comme le go-to pour rendre ça accessible. Génial. Merci, Maxime. Je vois qu'on est à 12h59. On va respecter votre temps. Je suis sûr que vous avez toute une rencontre à 13h. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, il y a l'adresse de Maxime à l'écran. Vous allez aussi recevoir la présentation aujourd'hui avec les vidéos qu'il y avait dedans par courriel. Et n'hésitez pas là, vraiment à nous écrire là, si jamais il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Merci tout le monde. Alors, Merci, Maxime. On va mettre fin à la présentation. Bon après-midi, tout le monde. C'est bon. Bonne journée. Bye.